Amis passionnés du roman historique, bonjour. Nouvel épisode. Donc aujourd'hui c'est Guerre et Paix. Alors Guerre et Paix c'est un monument, donc nous allons l'évoquer simplement. Je vais vous lire quelques passages. Je vais vous donner des sources possibles aujourd'hui. Bien entendu les sources de Tolstoï n'étaient pas les mêmes. Il a publié ces magnifiques livres donc au milieu du 19e siècle. Donc les événements avaient eu lieu 30-40 ans avant l'écriture. Donc tout était encore frais et donc c'est forcément pas les mêmes sources. D'autre part, bon nombre de personnages dans Guerre et Paix sont directement inspirés de gens de sa famille à Léon Tolstoï. Voilà. Donc, parce que lui-même est un noble de la Grande Russie. Et donc, il raconte l'histoire de son peuple, de sa nation, de sa terre, sur des événements proches. Voilà. Donc, alors, je vais commencer aussi par faire de la réclame pour mon livre, parce qu'on m'a dit c'est un peu bête de faire la réclame à la fin, alors que tout le monde n'écoute pas jusqu'à la fin. Il vaut mieux le faire parler de ma propre publication tout au début. Donc, je vais commencer par le sabre de Damas. Donc, pour ceux qui sont habitués, bon, c'est un peu toujours la même réclame, la même propagande. Donc c'est le sabre de Damas, un livre que j'ai écrit. Alors j'en ai écrit plusieurs. Donc c'est un projet de 8 tomes. Ça c'est le premier qui est édité donc, chez Libri Nova comme éditeur. Mais vous pouvez le trouver chez Amazon, à la Fnac, chez Kobo, chez Google, un peu partout, quoi. Tous les supports possibles qu'on trouve sur Internet. Vous pouvez même le trouver en librairie. Simplement, il faut aller voir votre libraire favori et puis lui commander. Et quelques jours après, il pourra vous rappeler et puis vous dire que le beau livre est là. Vous pouvez également l'avoir en numérique. Donc c'est sur ces mêmes supports et là en numérique ça coûte 4,49 €. Là ça vous coûtera en papier 21,90 €. Mais c'est un bel ouvrage, il y a quand même 380 pages, donc il y a le temps de s'amuser, et puis je vous dis, il y a d'autres tomes par la suite, normalement, j'espère. Et donc là on va parler de Guerre et Paix. Et donc Guerre et Paix, ça s'assoit un petit peu entre Austerlitz et donc Borodino, donc de 1805 1812. Alors c'est Guerre et Paix. Alors il n'y a pas que les batailles dans Guerre et Paix, il y a aussi toute l'histoire de cette grande famille. Il y a des Bezoukov et autres intervenants dans Guerre et Paix. Et alors le personnage récurrent dans Guerre et Paix, c'est Pierre Bezoukov. Mais il y en a plein d'autres, c'est à vous de les découvrir. Beaucoup de gens parmi vous avaient déjà lu Guerre et Paix, mais moi je l'ai relu il n'y a pas si longtemps, et c'est toujours un grand plaisir. C'est une immense vision de la Russie de cette époque. C'est très intéressant, et c'est très épique. Et pour ceux qui n'ont pas lu, il faut absolument le lire. Si on aime les romans historiques et qu'on n'a pas lu Guerre et Paix, on n'a pas compris quelque chose, forcément. Donc il faut en passer par là. Donc ce que j'ai fait, moi je vous propose également des livres qui peuvent être la source. Alors en l'occurrence c'est pas le cas parce que Tolstoï n'en avait pas besoin, mais là on peut aussi s'intéresser à cette période. Donc si on veut connaître des choses sur Austerlitz par exemple, eh bien il faut lire Austerlitz de Pierre Miquel. Alors vous avez pu remarquer que j'aime bien Pierre Miquel, je l'ai déjà utilisé d'autres fois, donc pour d'autres émissions. Donc là c'était édité chez Albert Michel, donc Austerlitz de Pierre Miquel. Donc je vais vous lire quelques passages. Donc pour la campagne d'Austerlitz, qui est évoquée grandement dans Guerre et Paix. Alors, pour ce qui me concerne, dans ces ouvrages, c'est dans le 3e, donc il y a un passage important dans ma saga autour d'Austerlitz. Voilà. Ce qui sera le cas vers le numéro 7, ou 6 ou 7, je crois, pour Borodino. Enfin, ça on en reviendra plus tard. Voilà. Ensuite, je
on va passer à la page 53. Le départ de Saint-Pétersbourg pour les troupes russes. Voilà. Page 53. Départ de Vienne, enfin là, pas de Vienne, et de Saint-Pétersbourg, hein, parce qu'on évoque aussi, pour Austerlitz, les Autrichiens, bien sûr. Donc, là, en l'occurrence, on va parler des Russes. Les dragons vêtus de vert sombre, comme la taïga à la fin d'été, des chevaliers gardes blancs de neige au casque chenillé de noir, des hussards à long menton d'hiver, surpris par l'air vif de la Neva, traversent Saint-Pétersbourg au petit trot de parade avant l'aube, sans qu'aucun chancelier vienne éclairer les hautes fenêtres des palais de la perspective Nevski. Ils s'en vont en bataille. Pas de départ en fanfare. L'armée semble déménager à la cloche de bois, comme pour cacher à la population qu'on est en guerre. Dès le 26 août 1805, date des premiers départs. Le grand-duc Constantin, frère du tsar et gouverneur de Pologne, maniaque des uniformes de la garde, s'est levé pour vérifier que les konis, non russes des régiments de chevaux, de son régiment, appelé Ulan à l'allemande, ont bien revêti l'habit polonais, le kurtka de drap bleu foncé avec revers, retroussi et parement framboise, la couleur fétiche des Varsoviennes. Il est satisfait de voir ces beaux hommes dispos, rasés de frais, moustaches fines taillées en pointe, chapka en long plumet blanc sur la tête. On reproche aussi aux Russes de se contenter d'une cavalerie de sauvages venus des steppes de Mongolie et des montagnes de l'Altaï. Le grand-duc tient à faire parader son régiment tout neuf et regrette que personne n'assiste à son départ en poussant des hurrahs dans les rues ensommeillées de la capitale. Le lieutenant général Bagration s'est jeté avant l'aube. S'est levé avant l'aube, pardon. Il est à l'avant-garde de l'armée qui marche à la frontière avec 4000 cavaliers et 7000 fantassins, dont les mousquetaires venus d'Askanjalsk et la capitale des glaces du Grand Nord. 3000 hommes en bottes de cuir cloués ébranlent les pavés de grès suivis par les mousquetaires de Pskov. Les troupes casernées à Saint-Pétersbourg sont, bien sûr, les premières parties. Le pas lourd des chevaux, des cuirassiers de l'impératrice et des 3 escadrons de dragons de la capitale précèdent et annoncent le débouché impeccable des grenadiers des régiments d'élite de la garde impériale. Le Preobrazhensky, toujours à la parade au palais. Le Semenovski, dont les tambours sont le cœur battant de la capitale de Pierre le Grand, et d'Islam Maïlovski, le régiment des hommes aux yeux gris, vainqueur des batailles acharnées de Turquie. Le charroi des canons finit par réveiller les habitants qui comprennent alors la menace de guerre, que la menace des guerres n'est pas un bluff. Les plus belles troupes de Russie partent à l'ennemi. Le tsar lui-même dort encore du sommeil du juste. Un prince de si haute lignée ne paraît à la bataille qu'une fois les 3 coups frappés, entrant alors en représentation monté sur un cheval de légende. Il n'est pas même nécessaire qu'il s'exhibe. Il peut assister à l'événement du haut d'un observatoire, comme d'une loge à l'opéra, en utilisant des lunettes de théâtre dorées. La stratégie ne le concerne en rien, encore moins la tuerie. Il y a des Kutuzov pour cela. Il serait assez chic que le souverain paradât, seulement à la fin des combats, devant les troupes victorieuses, entourées de son essaim multicolore de jeunes aides de camp des meilleures familles montées sur des chevaux anglais. Voilà, donc c'est le départ des Russes de Saint-Pétersbourg. Page 225, Dolgorukov, le prince Dolgorukov. Vous allez voir ça, 225. Alors le prince Dolgorukov, j'en ai également donc une description dans un autre ouvrage, hein, c'est de Marcel Dupont, Napoléon en campagne, de Maragouin-Hersling. Donc ça, Marcel Dupont, c'est bien parce que c'est un historien d'anecdotes en quelque sorte. Hein. Donc c'est assez ancien, c'est des années 50, hein, mais pour quelqu'un qui fait des ouvrages de romans, c'est intéressant parce qu'il y a plein d'anecdotes, il y a de la petite histoire. Bon, pour ça c'est bien, donc on le décrit aussi également bien là-dedans. Puis j'aime bien son nom, Marcel Dupont, ça me fait penser à Super Dupont, qui avait en bande dessinée de Marcel justement Gottlieb, vous voyez, pour ceux qui connaissent.
Voilà. C'est une autre culture. Alors, page 225. Alexandre se réchauffe le dos debout devant la grande cheminée du palais d'Olmütz, où il refuse une offre de rencontre de Napoléon transmise par Savary, son aide de camp. Il se résout toutefois à déléguer aux Français le prince Pierre Petrovitch Dolgorukov pour faire des propositions qui ne diffèrent en rien des buts de guerre toujours affirmés par la troisième coalition. Le tsar réclame encore la libération de la Hollande et de la Belgique, ainsi que de la rive gauche du Rhin, comme si François II, l'ex-empereur germanique devenu François Ier d'Autriche, ne venait pas de subir une cruelle défaite. Napoléon feint la colère devant ces conditions humiliantes, biffant d'un coup les avances de la Révolution. On n'enlèvera jamais Bruxelles, quand même les coalisés seraient sur les hauteurs de Montmartre. Enfin, ça, on verra plus tard. Il racontera plus tard cette stupéfiante rencontre. J'eus avec ce freluquet une conversation dans laquelle il me parla comme il aurait pu parler à un boyard qu'on voulait envoyer en Sibérie. Comment s'entendre avec cet aide de camp qui, tranchant de tout avec une impertinence difficile à imaginer. Fort heureusement, Napoléon note que Dolgorouki est parti plein d'idées que l'armée française était à la veille de sa perte. Le piège est posé. Napoléon, qui ne souhaite que livrer bataille, en fait, veut persuader ses adversaires qu'ils la refusent pour éviter qu'eux-mêmes ne suivent les conseils temporisateurs d'un Kutuzov et ne se dérobent à nouveau. Oui, Napoléon lui recherche la bataille décisive qui tranchera tout d'un coup. Hein. C'est son chef-d'œuvre, Austerlitz. Hein. Donc c'est aussi dans l'âme du livre, c'est-à-dire que le chef-d'œuvre a eu lieu à Austerlitz, mais ne va pas se renouveler à Borodino. Enfin, on va voir ça plus tard. Alors, ensuite, page 239, les uniformes colorés. 239. Bon, c'est pour qu'on voit les manières de se battre à l'époque, quoi. Hein. Alors, l'utilité de ces parures étincelantes, des casques brillants et des hauts plumets, souvent bicolores, des pompons, des fusillés, est de permettre aux généraux de suivre et de reconnaître leurs troupes à la longue vue dans les batailles où la poudre dégage une épaisse fumée et les cavaliers des nuages de poussière. Eh bien oui, c'est plus facile pour eux pour savoir où étaient leurs unités. Les hauts shakos, les collets renforcés de laiton sont destinés à amortir les effets des coups de sabre. Les cuirasses défient les éclats de Biscaye. Le spectacle d'une armée en parade est aussi celui de la vraie guerre. Alexandre se fait acclamer par les troupes. Son éternel sourire aux lèvres, ses cheveux soigneusement coiffés sur les tempes, le chapeau à la main pour saluer en défilant droit sur sa selle, au petit trou devant le front des troupes, comme le lui a appris jadis son père Paul. Les vivats l'accompagnent. L'empereur François le suit de son mieux, François d'Autriche. Hein. Sa longue figure déjà ridée autour de lèvres minces crispées, blême sur sa perruque blanche, irréprochable. Chacun admire la jeunesse d'Alexandre, sa belle tenue à cheval, la brillante cavalerie de jeunes gens riches qui l'entourent. Et Kutuzov n'est pas loin de penser qu'il n'y a pas un seul des brillants officiers de l'armée qui ne soit prêt à risquer la mort pour un regard de souverain. Si les anciens des guerres turques qui ont connu Paul et certains Catherine pensent que l'on meurt pour la Sainte Russie et non pour le tsar, les soldats restent sensibles à la magie du respect religieux pour cette sorte d'archange à cheval issu du lointain passé des Romanov, présent dans les rangs de l'armée au moment décisif de la rencontre, comme pour la bénir avant de la commander. Voilà les manières de se battre. Alors, Pratzen, le plateau de Pratzen, un endroit stratégique de la bataille l'endroit stratégique de la bataille d'Austerlitz, page 323.
323, où es-tu? 323, 323, 323. L'assaut du Pratzen. Depuis l'aube, Napoléon n'a pas quitté son observatoire de Suren. À 7h30, le 2 décembre 1805, les maréchaux se bousculent aux ordres, coiffés de leurs bicornes galonnées, frangées d'or, qui permettent de les reconnaître au combat. Ils sont tous venus, sauf Davout, dans l'impossibilité de rejoindre. Les chasseurs à cheval de la garde du peloton de service présentent successivement les armes à Soult, Murat, Bernadotte, Lannes et Bessières. Soult bout d'impatience. Il sait que son aile est en difficulté en raison de la pression des 4 colonnes russes vers le sud qui touchent aussi sa droite. Seul le mouvement général de l'armée peut la dégager, en arrêtant la progression des orthodoxes, des Russes. Murat ne voit pas au-delà de son front nord. Il demande avec insistance la permission de charger sans retard la cavalerie autrichienne presque intacte du prince de Liechtenstein. Refus. Il est seulement prié, avec Lannes, d'empêcher l'avancée du corps de Bagration sur l'aile gauche. Les 2 maréchaux les plus impétueux de l'armée grimacent de colère. Qui sera la vedette du jour? L'empereur donne ses derniers ordres d'une voix nette et ferme. Il est, semble-t-il, plus sec et impérieux avec Bernadotte, si l'on en croit son aide de camp, le capitaine comte de Ségur. Quand le maréchal apprend qu'il est invité à suivre seulement l'attaque du corps de Soult, il doit réfréner son irritation. Il avale encore une couleuvre. Napoléon lui a retiré la cavalerie de Kellermann pour la donner à Murat. Au retour du quartier général, il s'adresse aux officiers de son corps, réduits à 10 000 hommes, en leur disant, d'un ton rogne et hautain d'un homme sûr de son fait, à qui l'on fait du tort, souvenez-vous que vous appartenez au premier corps de la grande armée. Voilà. Alors, l'empereur calme Soult d'un regard. Il appartient en effet aux 24 000 hommes du 4e corps de monter à l'assaut du Pratzen. Mais le moment n'est pas encore venu. Le maréchal doit patienter. Le brouillard est épais. On n'y voit pas à 10 pas. Et Napoléon veut être tout à fait sûr que la descente des bataillons russes vers le village du sud est irréversible avant de donner le signal de l'attaque à la faveur du brouillard. Le retard des colonnes alliées le contrarie et l'inquiète. Il ignore tout de la contre-marche du prince de Liechtenstein qui a retardé le mouvement. Il doit absolument tenir en bride les maréchaux les plus ardents, sous peine de compromettre son plan. En vain, lui représente-t-il que les soldats piétinent de rage et de froid dans la brume, que le bruit persistant de la fusillade venue de Solkolnitz rende les hussards et les dragons aussi nerveux que leurs chevaux. Plus tard à Sainte-Hélène, Napoléon dira au comte de Lascaz, en se trompant sur l'horaire de 5 heures au moins, la bataille d'Austerlitz, gagnée si complètement, eût été perdue si j'eus attaqué 6 heures plus tôt. Voilà, bon, ils vont attaquer. En fait, ils sont camouflés par la brume, et puis les Russes vont sur la droite, s'amassent vers la droite du dispositif français et dégarnissent le plateau de Pratzen. Mais l'essentiel des unités françaises sont justement au pied du plateau de Pratzen, camouflés par la brume. Et au bon moment, ils vont monter sur le plateau et enfoncer le centre russe et autrichien comme un bûcheron qui fend une bûche, charc, et ça va réaliser la victoire la plus complète de l'épopée impériale. Voilà. Alors, donc je vais vous citer un fait d'armes. Il y en a beaucoup de faits d'armes. On parlait de Solkolnitz, c'était un fait d'armes terrible. Mais bon, il y en a un qui a beaucoup de saveur en quelque sorte au niveau militaire. Et donc classiquement, on a tendance à le citer. Donc c'est la charge des chasseurs à cheval. Donc c'est page 368. 368. 368. Voilà. Les 2 escadrons du colonel Olenine, russe, ont tout emporté. Il est impossible de reformer le bataillon, de résister aux cavaliers qui sèment la panique et obligent les fuyards à refluer de la butte d'où Napoléon imperturbable observe la déconfiture de ses propres troupes. Ils se sont montés dessus, mais il y a une contre-attaque russe là en l'occurrence.
Il y a du désordre, dit-il à Bessières. Il faut le réparer. Le maréchal, commandant la garde impériale, fait signe à Morland de partir à la tête de ses chasseurs. Alors ça n'a rien à voir avec Mitterrand, hein, il avait pris ça comme surnom, soi-disant, dans la résistance. Mais là, là, pour le coup, c'est un véritable guerrier. Ils prennent aussitôt le galop en hurlant « Vive l'empereur !» pendant que les trompettes excitent les chevaux de leur stridence. Bessières, lissant avec calme ses cheveux poudrés d'aristocrate, suit des yeux l'action, aux côtés de l'empereur, et la distingue mal, tant la mêlée est confuse. En tête des deux escadrons, le major Morland, menant d'assaut de son sabre courbe. Devant lui, les cuirassiers russes achèvent les voltigeurs du 24e léger, comme s'ils piquaient des papillons au sol, pendant que l'infanterie à pied de la garde tsar arrive à la rescousse, bien groupée, au pas cadencé. Morland comprend en une seconde qu'il ne restera rien de ces bataillons français si la cavalerie ne les dégage pas. C'est 375 chasseurs à cheval, en dolman et police rouge, colbac noir, à longues flammes éclatantes, sont les préférés de l'empereur. Ils portent à l'ordinaire la tenue de colonel de leur régiment. Anciens de la cavalerie des guides en Égypte, ils lui sont dévoués jusqu'à l'âme. Pour eux, la dernière charge de la cavalerie du plateau de Pratzen est une affaire d'honneur. Le premier régiment de cavalerie de la garde ne peut que décider de la victoire. Une décharge à mitraille des Russes couche à terre une centaine de chevaux. Les chasseurs trébuchent, se relèvent, se regroupent, remontent en selle sur les chevaux de main et reprennent la charge. Ils enlèvent d'abord l'artillerie mise en batterie par les Russes et culbutent les cuirassiers du tsar, surpris par leur foudroyante intervention. L'engagement est d'une rare brutalité. Les officiers sont les premiers visés. Ils se défendent à 1 contre 4. Quel capitaine russe n'a pas ambition d'amener au tsar un colonel prisonnier? Ainsi se fait l'avancement dans l'armée d'Alexandre. Mais les cavaliers blancs de Constantin sont vite circonvenus et défaits. Les chasseurs se regroupent, repartent encore au corps à corps. Les cuirassiers russes sont balayés par leur incroyable furie. Leur attaque tourbillonnante empêche l'ennemi de se regrouper et il permet aux fantassins de Soult de reprendre leur rang et de faire face. En fait, là, les Russes avaient affaire à la meilleure cavalerie du monde à l'époque, parce que ces gens-là étaient issus donc, de l'armée d'Italie, c'était les gardes personnelles de Napoléon, sa garde rapprochée, quoi, les chasseurs à cheval, pour le coup là de la garde, et même si les chevaliers gardes, qui étaient des aristocrates bien entraînés, bien pourvus en sabre, en chevaux magnifiques, toujours est-il que la grande pratique des chasseurs à cheval de cette garde faisait que, bien sûr, c'était des grands professionnels et ils avaient le dessus, en combat à cheval, quoi. Les colonnes d'infanterie russes s'approchent. 2 batteries d'artillerie à cheval de la garde française prennent à leur position, expédiées au canon par Napoléon, commandé par Dogoreau, pour décimer ces renforts d'infanterie envoyés par Kutuzov, dont l'empereur aperçoit distinctement dans ses lunettes la lourde silhouette. Le brutal du canon ouvre la voie aux cavaliers en ébranlant la ligne russe. L'élan des chasseurs est tel qu'ils piquent droit sur les fusiliers de Semenovski et du Preobrajensky, soutenus par un bataillon d'Ismaïlovski, et jettent le désordre dans leurs rangs, bien qu'ils se défendent furieusement à la baïonnette dans les vignes et réussissent à la longue, au prix d'efforts inouïs, à amortir l'élan des cavaliers français. Les cavaliers gardes d'Alexandre sont alors avancés en position, de charge par leur colonel, le prince Repninski. Blancs et brillants sur leurs immenses chevaux noirs qui coûtent des milliers de roubles, ils impressionnent moins par le bruit des sabots et le cliquetis de leurs armes que par leur port droit, leur regard froid, leurs gestes précis. Voilà, un autre passage, alors là ce sera donc les Mamelouks, parce qu'il y aura 2 charges en fait, hein. La première charge ne sera pas suffisante, donc il va envoyer toute l'élite de la garde à cheval contre la garde russe, quoi. Rapp part au galop
Rapp, c'est un aide de camp de Napoléon, et il lui demande de prendre la tête des Mamelouks. Rapp part au galop en tête de ces Mamelouks, suivis par les chasseurs, parce qu'il restait encore quelques escadrons. Il a revêtu son grand uniforme de général coiffé du bicorne. À 33 ans, le vigoureux alsacien brûle de conduire la plus belle charge de l'Empire sous les yeux de Napoléon et de laisser son nom dans l'histoire. Il ne galope pas, il vole, le sabre dressé, son chapeau tombé dans la neige sale. Il pousse son cheval blanc sur les gardes et les cuirassiers de Constantin qui n'ont pas le temps de se reformer. À son passage, les fantassins malmenés du 24e léger, couchés par terre pour éviter les coups de pointe des cuirassiers, se relèvent, dressent leurs fusils vers le ciel, et les lignards du 4e, leurs grands chapeaux noirs à la pointe des baïonnettes. Ils acclament la charge, leur revanche. Les beaux cavaliers de Constantin vont mordre la poussière. Mais les chasseurs ne suffisent pas. Leurs chevaux sont épuisés. Napoléon a vu leur mérite. Devant lui, retour de charge, le visage noir de poudre, passe le comte Alexandre Robert Louis de Girardin, chef d'escadron. Avec 10 de ses chasseurs, il a pris 4 pièces d'artillerie, a fait 400 prisonniers. Napoléon détache de sa poitrine la croix de la Légion d'honneur et l'en décore. Une deuxième vague part soutenir les chasseurs, celle des grenadiers à cheval d'Ordener, lancée par Bessières avec l'appui d'un escadron de réserve de chasseurs, semble-t-il aux ordres du prince Borges. Les grenadiers sont l'orgueil de l'armée. Leurs chevaux noirs valent ceux des Russes. Ils sont choisis parmi les meilleurs cavaliers régimentaires et chargent groupés en rang serré, comme les cuirassiers, et non en ligne comme les chasseurs. Héros de Marengo, ils sont dressés à tout enfoncer sur leur passage, sans faire de quartier. Leur charge est irrésistible. Ils dégagent Rapp, blessé, le visage en sang, le sabre cassé, suivi par Doménil et 2 officiers de Mamelouk, dont le géorgien Chaim, qui reçoit aussitôt 3 coups de baïonnette. Qui a reçu aussi 3 coups de baïonnette. Le sous-lieutenant Abdallah Dabson, natif de Bethléem, conduit les assauts furieux des siens et perd son cheval tué sous lui. Un Mamelouk lui fournit une monture, il repart à la charge. Voilà, c'est une charge de légende, comme il y en aura d'autres, hein, et celle-là bien connue, quoi. Hein. Voilà, donc ça évoque bien la bataille d'Austerlitz. Voilà, donc ça c'était pour évoquer Austerlitz. Alors, pour évoquer l'autre aspect de guerre épée, au moins dans sa partie militaire, Borodino, donc moi j'ai choisi plutôt un journal, parce que pour être un peu plus synthétique, donc j'ai pris l'histoire, qui avait sorti il y a quelques années un numéro spécial sur 1812, pourquoi les Russes ont battu Napoléon. Hein, voilà, l'histoire. Donc, enfin bon, il y a beaucoup d'ouvrages là-dessus, hein, il y a aussi, voilà, moi c'est pour vous montrer simplement, il y a plein d'ouvrages sur la campagne de Russie. Là, il y en a un que j'aime bien, c'est Constantin de Grunwald, la campagne de Russie 1812. Voilà, le voici. Oui, donc sur la campagne de Russie, il y a plein d'ouvrages, hein, donc ça c'est simplement pour vous montrer. Donc j'ai pris un ouvrage un peu synthétique, hein, enfin un ouvrage, une revue un peu synthétique. Ah oui, puis sur Austerlitz, j'avais obligé de vous montrer, j'avais pris un autre ouvrage que ces deux-là. C'est un ouvrage plus mince, hein, en littérature, mais où il y a beaucoup d'illustrations, notamment sur les batailles, tout ça. Donc on voit la position des troupes. Bon, ça peut aider à la compréhension, enfin ça aide à la compréhension, soit dit en passant. Puis on voit bien les uniformes de tous ces militaires, hein, russes. Là c'est des Russes, hein, que je vous ai montré. Et donc on comprend bien l'intérêt des couleurs qui permettaient de savoir où se trouvaient les unités, quoi. Voilà. Alors, on parlait tout à l'heure des chasseurs à cheval et des mamelouks. Hein. Là, il y a un mamelouk, hein, par exemple. Hein, vous voyez, voilà. Et voilà, donc c'est un ouvrage intéressant. C'est monsieur Ourtoul qui a écrit ça. Et donc c'est Austerlitz, le soleil de l'aigle. C'est aux éditions Histoire et Collection. Hein, ça, ouais. Et voilà. Hein. C'est un bel ouvrage que j'utilise pas mal
dans le sable de Damas pour le troisième volume. Voilà, donc je vais vous lire des petits passages sur 1812. La stratégie d'Alexandre, page 53. En outre, Alexandre réfléchit très tôt à la stratégie à mettre en œuvre. Alors qu'en 1805, le jeune tsar avait péché par naïveté et excès de confiance, il a tiré désormais les leçons d'Austerlitz et de Friedland. Oui, parce qu'il y a eu également la campagne de Prusse, la campagne de Pologne. Là, on est en 1812, hein, il s'est passé beaucoup de choses hein, au niveau militaire. Et donc là, on est pendant la campagne de Russie, parce que Napoléon a installé le blocus continental, que ne respecte pas Alexandre, et donc entre les deux pays, ça chauffe, quoi. Donc ça aboutira donc, à cette guerre, malheureusement. Alors qu'en 1805, le jeune tsar avait péché par naïveté et excès de confiance, il a tiré désormais les leçons d'Austerlitz et de Friedland. Dès 1811, face à celui qu'il perçoit comme un génie militaire, quand lui se définit comme un homme ordinaire, Alexandre Ier a l'intuition que la seule stratégie potentiellement viable consisterait à refuser la bataille décisive et à laisser la grande armée s'avancer vers l'Est pour s'y épuiser et s'y perdre inexorablement. Dès 1811, le tsar déclare à Caulaincourt, ambassadeur de Napoléon à Saint-Pétersbourg, « Si l'empereur Napoléon me fait la guerre, il est possible, même probable, qu'il nous battra si nous acceptons le combat, mais cela ne lui donnera pas la paix. Le français est brave, mais de longues privations et un mauvais climat l'ennui et le décourage. Notre climat, notre hiver feront la guerre pour nous. » Cette intuition, le tsar la partage avec plusieurs de ses conseillers militaires. Le 2 mars 1810, le ministre Barclay de Tolly, qui sera également le commandant en chef de la première armée russe, écrit dans un passionnant mémoire, sobrement intitulé « Sur la défense des frontières occidentales de la Russie », et trop longtemps négligé par les historiens que si les frontières occidentales de l'Empire s'avéraient impossibles à défendre, il faudrait se replier plus à l'est et ne livrer bataille qu'en Russie centrale. Les services de renseignement sont à l'unisson. On peut ici se référer au mémorandum rédigé en avril 1812 par l'officier Piotr Tchoukevitch, qui affirme la nécessité de concevoir et de mener une guerre qui n'entre pas dans les vues de l'ennemi, c'est-à-dire qui refuse le principe du combat décisif comme Barclay avant lui, mais de manière plus nette. Tchoukevitch souligne que les précédentes victoires de Napoléon ont toujours été acquises par des batailles rapides. Il faut donc à tout prix éviter un choc direct des armées qui, en absence de troupes impériales de réserve, pourrait s'avérer catastrophique pour la Russie. Se forge donc assez tôt, au sein de la sphère militaire russe, la certitude qu'il faudra mener une guerre de site en tirant au mieux parti de l'espace et du climat russe, ce qui se produira. Voilà. Donc ensuite la bataille de Borodino elle-même, page 56. Alors, une bataille au corps à corps. Le 29 août, le général Kutuzov est donc nommé commandant en chef de l'armée russe, avec la mission de livrer enfin la bataille qu'une partie de ses troupes lui réclame, Barclay et Bagration, conservant le commandement des premières et deuxième armées. De son côté, Napoléon, qui ne peut concevoir que Moscou lui soit abandonné sans lutte, se rapproche de la ville sacrée des tsars pour y livrer le combat qui doit faire tomber Alexandre. De part et d'autre, on se prépare donc à l'épreuve et le 7 septembre, c'est tout près du village de Borodino, situé à 120 km de Moscou, que se déroulera la plus sanglante et la plus acharnée bataille de la guerre de 1812. Pourtant, bien qu'espérée par l'empereur des Français, la bataille de la Moskova, comme l'appelleront les Français pour mieux marquer qu'ils sont proches de Moscou, ne lui permettra pas de déployer sur le terrain ses talents de stratège, car la masse des fantassins russes et leur densité sur les terrains, et ils finissent par former un écran qui résiste aux tirs d'artillerie, transforme l'assaut en une bataille d'attrition, un corps à corps qui s'achève souvent à la baïonnette et où les Russes se font tuer comme des machines, au dire de Napoléon lui-même. On se croirait actuellement presque. Préfiguration terrible de la guerre de 14-18. La bataille a suscité en une dizaine d'heures des pertes terriblement lourdes. Avec 45 000 morts, blessés et disparus, les Russes déplorent plus d'un tiers des effectifs engagés
Certaines sources donnent des chiffres encore plus élevés, soit 58 000 morts, blessés et disparus. Avec un chiffre de 28 000 victimes, dont 6 600 morts et 21 400 blessés, Napoléon perd, lui, un peu plus d'un cinquième des combattants jetés dans la bataille. Ce bilan s'avère donc plutôt favorable à Napoléon, qui sort vainqueur de l'affrontement. Mais si l'empereur des Français reste maître du champ de bataille, sa victoire, peu convaincante, ne règle rien. En outre, peu de prisonniers ont été faits pendant la bataille, par sentiment patriotique autant que par solidarité à l'égard des régiments auxquels le système de la conscription impériale les attache pour 25 ans. Les soldats russes combattent jusqu'à la mort et ne se rendent pas, ce qui ne peut qu'augmenter de nouvelles difficultés à venir malgré l'apparente victoire et le nouveau repli russe. Au soir de la bataille, en effet, devant l'ampleur des pertes particulièrement sévères pour ses troupes, en particulier pour la deuxième armée, désormais privée de son charismatique commandant en chef, Bagration meurt des suites de ses blessures reçues à Borodino. Kutuzov reprend la retraite. Voilà. Et en plus, Napoléon n'a pas voulu engager la garde, parce qu'il s'est dit, à une telle distance de Paris, engager la garde, si la garde est fortement meurtrie, que restera-t-il? Voilà. Donc, ça aurait permis peut-être d'éliminer quasiment totalement l'armée russe, mais c'était un coup de poker, quoi, qui n'a pas tant. Alors, page 57, Moscou. Alors, quelques jours plus tard, à la colère du comte Rostopchine, gouverneur général de Moscou, qui en appelait à la constitution du ministre pour défendre la ville, le commandant en chef prend la décision d'abandonner la ville sacrée sans combattre. Le 13 septembre, c'est donc dans la panique qu'en moins de 24 heures s'improvise un exode de près de 300 000 personnes, et c'est dans Moscou déserté. On estime à 6 000, soit moins de 2,5% du total, le nombre de personnes restées sur place, car trop pauvres, trop âgées ou trop malades pour partir, que Napoléon fera son entrée, accompagné de près de 130 000 hommes qui n'aspirent qu'à manger et se reposer. Ce dernier chiffre est éloquent. Si on évalue à 100 000 le nombre de soldats laissés en route pour sécuriser les villes occupées depuis la traversée de Niémen, c'est près de 200 000 qui ont disparu du fait des combats, des privations, des maladies, des désertions, ou bien encore des attaques des régiments cosaques à l'encontre des traînards ou des unités isolées. Ainsi, contrairement à l'idée tenace selon laquelle les terribles conditions climatiques seraient les principales responsables du désastre de Napoléon, la Grande Armée a déjà perdu la moitié de ses effectifs, alors que le général Hiver n'est pas encore entré en lice. Voilà, donc ça on le voit beaucoup dans Guerre et Paix, dans l'ouvrage de Tolstoï. La Bérésina, bien sûr, je parlais de la Bérésina, je ne peux pas couper. Page 64. L'amiral Tchitchakov, dont les troupes sont encore les plus proches du théâtre des opérations, ira jusqu'à distribuer à ses soldats un signalement de Napoléon. L'armée de Napoléon est en fuite. Le responsable des malheurs de l'Europe est avec elle. Nous le poursuivons. Il plairait peut-être à Dieu de calmer son courroux en nous le livrant. C'est la raison pour laquelle je désire faire connaître de tous le signalement de cet individu. Il est de petite taille, trapu, son cou est court et gras. Sa tête est forte, ses cheveux noirs. Il faut par mesure de précaution s'emparer de tout homme de petite taille et me l'amener. Je ne parle pas de la récompense pour cette capture. La générosité connue de notre monarque en est la garante. La Bérésina, une victoire in extremis. C'est sans compter le génie de Napoléon et le dévouement héroïque des 400 pontonniers du général Eblé. Par où et comment traverser la Bérésina, alors que le seul pont sur la rivière situé à Borisov a été incendié par les armées russes et que la rivière qui charrie des blocs de glace sans être gelée en profondeur est intraversable. Cette question taraude Napoléon. Le 24 novembre, cependant, par l'intermédiaire de Corbineau, un officier qui s'est égaré avec ses hommes dans la région a dû son salut à un paysan biélorusse. Napoléon apprend l'existence du gué de Studianka. Dès lors, prend forme dans son esprit la manœuvre de diversion qui va sauver la Grande Armée d'un prévisible désastre. Tandis qu'il avance ostensiblement,
les travaux de construction de ponts à hauteur de Borisov et en aval pour pousser les Russes à concentrer leurs troupes en ces points. Il ordonne qu'en toute discrétion, le 25, deux ponts soient construits à Studianka, où il commence à acheminer ses troupes. Faute de matériel adéquat pour faciliter la retraite, Napoléon a ordonné la destruction des équipages de ponts. L'opération s'avère particulièrement difficile et durant de longues heures éblaye ses pontonniers, dont la plupart mourront de froid et d'épuisement au cours de cette épreuve, ou dans les jours qui suivront travaillent dans l'eau glacée à la construction des ponts qui seront achevés le 26 vers 13 heures. La Grande Armée entreprend alors la traversée qui se poursuit jusqu'au 27 novembre au soir. À plusieurs reprises, les ponts rompent et doivent être consolidés. Le 27, en fin de journée, plusieurs milliers de traînards et de civils convergent à leur tour vers les ponts. Mais il neige, la température est glaciale, et la plupart des civils, engourdis par le froid, préfèrent attendre la levée du jour pour traverser la rivière. Pour leur malheur, car dans l'intervalle, comprenant qu'elle a été bernée, les armées russes convergent vers Studianka, et le 28, elles parviennent sur les lieux. Dès lors, des combats s'engagent sur les deux rives de la rivière, et la traversée des ponts, de plus en plus périlleuse, sous la mitraille ennemie, fait des centaines de victimes. À la tombée de la nuit, le passage est enfin libéré, mais la plupart des civils hébétés n'en profitent pas. Le 29 novembre, à 9h30, alors qu'Eblé a ordonné la destruction des ponts pour éviter d'être poursuivis par les Cosaques, des milliers de traînards et de civils, hommes, femmes et enfants, seront faits prisonniers par les Russes ou mis à mort. Victoire militaire en dépit des pertes subies lors des combats du 28, Napoléon a réussi à échapper aux Russes. La Berezina n'en constitue pas moins une tragédie humaine de grande ampleur. Voilà, donc tout ça est évoqué, bien sûr, chez Tolstoï. Hein. Voilà. Donc on va passer, bien sûr, à Léon Tolstoï. Alors, premier tome. Tolstoï a voulu que l'action de Guerre et Paix débute comme un jet d'eau dont les 1000 gouttelettes iraient s'éparpiller ensuite de tous côtés. Le jet d'eau jaillit avec une telle force qu'il retombe en pluie, en torrent fougueux, qui charrie toute la Russie. Il vogue, il chevauche, au son des cloches et du canon, les armées entières, des personnages historiques, Napoléon, Koutouzov, Alexandre, et des êtres non moins célèbres, bien que sortis de l'imagination du lion Tolstoï. Le très beau et très valeureux prince André, le moins beau mais tout aussi séduisant Pierre Bezoukov, Natacha, l'adorable pécheresse. Œuvre immense, monument de la littérature, ça on est bien d'accord. Aucun adjectif n'est ridicule qui s'applique à Guerre et Paix, mais aucun ne lui rend justice. C'est le chef-d'œuvre du roman historique. Et oui, le chef-d'œuvre du roman de tous les genres et de tous les temps. Ça c'est bien dit et c'est tout à fait vrai. Donc, je vais... donc vous avez vu, hein, ça c'est en livre de poche, hein, c'est très très facile à trouver. Hein. Donc ça c'est le tome 1, c'est en deux tomes, en livre de poche. Donc, je vais vous lire un petit morceau du bal, parce qu'il n'y a pas que de la guerre dans Guerre et Paix, loin de là, hein, c'est la paix aussi. Hein. Alors, page 82. On y parle beaucoup français dans Guerre et Paix. Donc, il y a des citations entières en français, parce que l'aristocratie russe parlait fort bien français. Hein. C'était la langue internationale de l'époque, hein. Pas du tout l'anglais. Hein. Alors, maintenant, ça a basculé. Pierre était au salon où Shin avait engagé avec lui, puisqu'il revenait de l'étranger, une conversation politique qui l'ennuyait et à laquelle d'autres s'étaient joints lorsque l'orchestre se mit à jouer. Natacha entra et, allant tout droit à Pierre, dit en rougissant et en riant « Maman m'a dit que vous demandez de venir danser. Je crains de me tromper dans les figures, dit Pierre, mais si vous voulez bien être mon professeur... » Et il abaissa son gros bras pour l'offrir à la mince fillette. Pendant que les couples prenaient place et que les musiciens accordaient leurs instruments, Pierre s'assit avec sa petite cavalière. Natacha était parfaitement heureuse. Elle dansait avec un grand qui arrivait de l'étranger. Elle était assise bien en vue de tous et causait avec lui comme une grande. À la main, elle avait un éventail que lui avait confié une jeune fille. En prenant la pose la plus mondaine, Dieu sait où elle avait pu la prendre, elle s'éventait et souriait par-dessus l'éventail en causant avec son cavalier. « Qu'en dites-vous? Regardez, regardez là » dit la vieille comtesse qui traversait la salle en montrant Natacha.
Natacha rougit et se mit à rire. Voyons, maman, voyons, quel plaisir avez-vous? Qu'y a-t-il là de surprenant? Au milieu de la troisième écossaise, un bruit de chaise se fit dans le salon, où le comte et Maria Dmitrievna étaient en train de jouer, et la plupart des invités de marque, ainsi que les gens âgés, s'étiraient après être restés longtemps assis, rangés dans leur poche portefeuille et porte-monnaie, et se dirigeaient vers la salle de bal. Maria Dmitrievna ouvrait la marche avec le comte, tous deux le visage gai, avec une politesse enjouée, comme dans les ballets. Le comte offrit à Maria Dmitrievna son bras arrondi. Il se redressa et son visage s'éclaira d'un sourire malicieux et hardi. Dès la fin de la première figure de l'écossaise, qui est une danse, bien sûr, il frappa dans ses mains à l'attention des musiciens et cria vers le balcon en s'adressant au premier violon. « Simeon, tu sais Dinah Cooper ?» C'était la danse favorite du comte qui dansait déjà dans sa jeunesse. Dinah Cooper était à proprement parler une figure de l'anglaise. Votre danse. Regardez, papa, cria Natacha de toutes ses forces, oubliant complètement qu'elle dansait avec un grand, en courbant jusqu'aux genoux sa petite tête bouclée et en éclatant de son rire sonore qui retentit dans toute la salle. Voilà, bon, c'est la richesse littéraire de cet auteur, hein, moi j'aime beaucoup. Hein, voilà. Alors ensuite, la richesse descriptive, quoi. Page 336, Rostov. Page 336, Rostov. Alors j'utilise un tout petit peu ce personnage, qui est un personnage inventé par Tolstoï, je me suis permis de l'utiliser un tout petit peu, très peu, hein, dans le troisième tome de ma saga, Le sabre de Damas, à Austerlitz. Alors, page 336. Alors c'est Austerlitz, je crois. Hein. Oui, c'est Austerlitz. Le cheval de Rostov s'impatientait aussi, battait du sabot le sol gelé, dressant l'oreille au bruit et louchant du côté des lumières. Le cri était de plus en plus fort et se fondait en une clameur générale que ne pouvait produire qu'une armée de plusieurs milliers d'hommes. Les feux se multipliaient sans doute le long de la ligne du camp français. Rostov n'avait plus sommeil. Les cris joyeux et triomphants dans l'armée ennemie l'électrisaient. « Vive l'empereur !»« L'empereur !» entendait-il maintenant distinctement. « Ça ne doit pas être loin, de l'autre côté du ruisseau, sans doute, » dit-il au hussard. Il y avait beaucoup de brume, hein, donc la nuit, la brume, on ne voyait rien. Le hussard se contenta de soupirer sans rien répondre, et toussa avec humeur. Le trot d'un cavalier résonna le long des avant-postes. Et tel un énorme éléphant, la silhouette d'un sous-officier de hussards surgit du brouillard nocturne. « Votre honneur, voilà les généraux, » dit-il en dirigeant son cheval vers Rostov. Tout en continuant à se retourner vers la lumière et les cris, Rostov se porta vers le sous-officier au devant d'un groupe de cavaliers qui s'avançait le long des avant-postes. L'un d'eux montait un cheval blanc, le prince Bagration, accompagné du prince Dolgorukov et de ses aides de camp, venait observer l'étrange phénomène des lumières et des clameurs dans l'armée ennemie. S'approchant de Bagration, Rostov lui dit son rapport et se joignit aux aides de camp, prêtant l'oreille et se disant à ce que disaient les généraux. Alors Dolgorukov, hein, je l'ai évoqué tout à l'heure. Hein. Voilà. Croyez-moi, disait le prince Dolgorukov à Bagration, ce n'est qu'une simple ruse. Il s'est replié et il a donné l'ordre à l'arrière-garde d'allumer des feux et de faire du bruit pour nous tromper. C'est peu probable, dit Bagration. Je les ai vus ce soir sur ce même nom. S'ils étaient partis, ils l'auraient évacué également. Monsieur l'officier, dit-il à Rostov, leurs flanqueurs y sont-ils toujours? Ils y étaient encore dans la soirée, mais maintenant je ne pourrais l'affirmer, Excellence. Si vous me donnez l'ordre, j'irai voir avec mes hussards, dit Rostov. Bagration s'était arrêté et sans répondre, s'efforçant de distinguer dans le brouillard le visage de Rostov. Pourquoi pas? Allez voir, dit-il, avec un léger silence. À vos ordres. Voilà. Donc il va voir, il ne va pas voir grand-chose. Hein. Enfin, on va en lire davantage.
Rostov piqua son cheval, appela le sous-officier Fedkantoko et 2 hussards, leur donna l'ordre de le suivre et dévala au trot la colline dans la direction des clameurs qui ne cessa pas. Il se sentait à la fois angoissé et joyeux et de s'en aller seul avec 3 hussards vers ce mystérieux et dangereux lointain brumeux où personne n'était encore allé avant lui. Bagration lui cria d'en haut de ne pas dépasser le ruisseau, mais Rostov fit la sourde oreille et sans s'arrêter poursuivit sa course toujours plus loin, se trompant sans cesse, prenant des buissons pour des arbres et des trous pour des hommes, et s'expliquant chaque fois ses méprises. Ayant dévalé la pente au trot, il ne vit plus ni nos feux ni ceux de l'ennemi, mais il entendait maintenant plus fort, plus distinctement les cris des Français. Dans le fond du vallon, il aperçut devant lui quelque chose qui semblait être une rivière, mais l'ayant atteinte, il reconnut que c'était une route. Y débouchant, il remonta sur son cheval, se demandant s'il devait suivre cette route ou la traverser et remonter en face par les champs noirs. Suivre la route, qui se détachait au clair de le brouillard, était moins dangereux, car on pouvait plus vite y distinguer des gens. « Suivez-moi, dit-il, en coupant la route. » Il attaqua au galop la montée vers l'endroit où il y avait la veille au soir un piquet français. « Votre honneur, le voilà !» fit derrière lui un des hussards. Et Rostov eut à peine le temps de voir quelque chose de noir surgir soudain dans le brouillard qu'une flamme brilla. Un coup de feu claqua, et comme une plainte, une balle siffla haut dans le brouillard et s'évanouit. Un second coup ne partit pas, mais une flamme jaillit. Rostov tourna bride et revint au galop sur ses pas. 4 coups de feu claquèrent encore à divers intervalles et sur des tons différents. Les balles chantèrent quelque part dans le brouillard. Rostov retint son cheval, égayé comme lui par la fusillade, et alla au pas. « Allons, allons encore !» disait en lui une voix joyeuse. Mais il n'y a eu pas d'autres coups de feu. Voilà, donc il décrit cette soirée à la veille de la bataille. Donc, Lazarev, page 528. Alors, c'est beaucoup plus tard, hein, Lazarev, c'est en 1807. Hein, donc, les Russes vont faire la paix avec Napoléon, là. Une paix qui ne durera pas, bien entendu. Hein. Alors, 528. Bon, j'ai trouvé. Et voilà. Alexandre et Napoléon, escortés de la longue file de leur suite, s'approchèrent du flanc droit du régiment Preobrazhensky, marchant droit sur la foule qui était massée. Celle-ci se trouva soudain si près des empereurs que Rostov, qui était au premier rang, eut peur d'être reconnu. « Sire, je vous demande la permission de donner la Légion d'honneur aux plus braves de vos soldats, » dit une voix tranchante et nette qui détachait chaque son. C'était Napoléon. C'était le petit Bonaparte qui parlait en regardant Alexandre de bas en haut droit dans les yeux. Alexandre écouta attentivement ce qu'on lui disait et, acquiesçant d'un signe de tête, sourit aimablement. « À celui qui s'est le plus vaillamment conduit dans cette dernière guerre, » ajouta Napoléon en martelant chaque syllabe, tandis qu'avec un calme, une assurance qui révoltèrent Rostov, il parcourait du regard les rangs des soldats russes qui, figés, continuaient de présenter les armes, les yeux fixés sur le visage de leur empereur. « Votre Majesté me permettra-t-elle de demander l'avis du colonel ?» dit Alexandre. Et il fit quelques pas rapides vers le prince Kozlovski qui commandait le bataillon. Bonaparte dégantait pendant ce temps sa petite main blanche, et ayant déchiré le gant, il le jeta. Un aide de camp se précipita pour le ramasser. « À qui le donner ?» demanda l'empereur Alexandre à voix basse en russe à Kozlovski. « Comme il vous plaira, sire. » L'empereur fronça le sourcil d'un air mécontent et, jetant un regard autour de lui, dit « Il faut pourtant lui donner une réponse. » Kozlovski parcourut les rangs d'un regard décidé et engloba Rostov dans ce regard. « Serait-ce moi, par hasard ?» pensait Rostov. « Lazarev !» cria le colonel en fronçant les sourcils, et le premier soldat de la rangée s'avança d'un air gaillard. « Où vas-tu? Reste ici !»
chuchotèrent des voix à Lazaref qui ne savait où aller. Il s'arrêta, louchant craintivement vers le colonel, et son visage tressaillit comme cela arrive aux soldats appelés devant le front des troupes. Napoléon tourna à peine la tête et tendit derrière lui sa petite main potelée, comme pour prendre quelque chose. Les personnes de sa suite, comprenant aussitôt de quoi il s'agissait, s'agitèrent, chuchotèrent, en se passant quelque chose l'un à l'autre, et une page, celui-là même que Rostov avait vu la veille chez Boris, accourut, et s'inclinant respectueusement sur la main tendue, sans le laisser entendre un instant, il plaça une décoration au ruban rouge. Napoléon, sans regarder, serra deux doigts qui saisirent la décoration. Il s'approcha de Lazaref, qui, les yeux écarquillés, continuait obstinément à ne regarder que son empereur, et jeta au regard à l'empereur Alexandre, indiquant par là que ce qu'il était en train de faire, il le faisait pour son allié. La petite main blanche qui tenait la croix effleura la boutonnière du soldat Lazaref. Napoléon semblait être sûr que pour rendre ce soldat à jamais heureux, pour le combler et le distinguer entre tous, il suffisait que la main de lui, Napoléon, daignât toucher sa poitrine. Napoléon se contenta d'appuyer la croix sur la poitrine de Lazaref et, retirant sa main, se tourna vers l'empereur Alexandre, comme s'il était sûr que la croix dût y adhérer. Et en effet, elle y adhéra. Voilà, donc, ça donne un peu l'ambiance qui est de pure convention. Hein. Voilà. Donc après, je crois, on passe au tome 2. Hein. Donc là, je vous avais parlé de Borodino. Donc on va justement aller à Borodino, chez Tolstoï, page 227. 227. Page 227. Napoléon. Alors là, on est pendant la campagne de Russie. Hein. Donc, bataille que souhaitait décisive Napoléon, qui ne sera pas tant. Et en fait, ce qui sera décisif, c'est l'immense Russie. Et aussi, en partie, son hiver. Hein. Napoléon, disent les historiens, passa toute cette journée du 25 août à cheval, examinant le terrain, discutant les plans que lui soumettèrent ses maréchaux et donnant personnellement des ordres à ses généraux. La ligne primitive des Russes le long de la Kolotcha était rompue, et une partie de cette ligne, c'est-à-dire le flanc gauche, avait été ramenée en arrière à la suite de la prise de la redoute de Shevardino le 24. Cette partie de la ligne n'était pas fortifiée, elle n'était plus protégée par la rivière, et c'est devant elle seulement qu'il avait un terrain découvert et plat. Il était évident que, pour chacun, militaire ou non, que cette partie de la ligne que devaient attaquer les Français. Point n'était besoin pour cela, semblait-il, de beaucoup de réflexion. Point n'était besoin tant de soins, de tant d'allées et venues de l'empereur et de ses maréchaux, et encore moins de ce haut don spécial qu'on nomme le génie et qu'on aime tant prêter à Napoléon. Mais les historiens qui, dans la suite, ont raconté cet événement, et les gens qui l'entouraient alors, et Napoléon lui-même pensait autrement. Napoléon parcourait le terrain en scrutant les alentours d'un regard profondément méditatif, hochait la tête d'un air approbateur ou méfiant, et sans livrer aux généraux qui l'entouraient les profonds raisonnements qui commandaient ses décisions, ne lui communiquait que ses conclusions définitives sous forme d'ordre. Davout, qu'on appelait le prince d'Eckmühl, ayant proposé de tourner le flanc gauche des Russes, Napoléon lui dit qu'il ne fallait pas le faire, sans expliquer pourquoi. En revanche, le général Compan, qui devait attaquer les flèches, ayant proposé de faire passer sa division par la forêt, Napoléon donna son ordre, quoique le prétendu duc d'Eschlingen, c'est-à-dire Ney, se fut permis de faire remarquer que le mouvement à travers la forêt était dangereux et il pourrait disperser la division. Après avoir examiné le terrain en face de la redoute de Shevardino, Napoléon réfléchit un bon moment en silence et indiqua les points où devaient être établis pour le lendemain 2 batteries destinées à agir contre les défenses russes, et ceux à côté où devait prendre position l'artillerie de campagne. Ayant donné ses ordres, et d'autres encore,
il regagna son quartier général et dicta le dispositif de la bataille. Ce dispositif, dont les historiens français parlent avec enthousiasme et les autres historiens avec un profond respect, était ainsi conçu. À la pointe du jour, 2 nouvelles batteries installées pendant la nuit sur le plateau du prince d'Eckmühl commenceront leur feu contre les 2 batteries ennemies opposées. Au même moment, le général Perniti, commandant l'artillerie du 1er corps, avec les 30 bouches à feu qui seront à la division Campan, et tous les obusiers des divisions d'Ossey et Friant, qui se porteront en avant, commencera le feu et écrasera de but la batterie ennemie, qui aura ainsi contre elle 24 pièces de la garde, 30 de la division Campan et 8 de la division d'Ossey et Friant. Au total, 60 bouches à feu. Voilà, bon. Il n'y a pas que ça à Borodino, mais ça nous donne une petite idée, quoi. Page 402. Moscou. Page 402. Alors, Moscou. Après avoir mis de l'ordre dans ses vêtements, il prit le pistolet et se disposa à partir. Mais alors, il se demanda pour la première fois comment, tout de même pas à la main, il portait son arme dans la rue. Même sous son vaste cafetan, il était difficile de dissimuler un si grand pistolet. Il ne pouvait le mettre à sa ceinture ni sous son bras sans qu'on s'en aperçût. C'est bien Bécouzov, il est résolu à tuer Napoléon. Alors je vous mets un peu plus loin, alors, je vous explique l'incendie. L'incendie qu'il avait regardé avec tant d'indifférence la veille au soir s'était considérablement étendu au cours de la nuit. Moscou brûlait maintenant de différents côtés. Le feu avait gagné à la fois la galerie des carrossiers, le quartier au-delà de la Moskova, le Gostiny Dvor, la rue Povarskaya et les baraques où la Moskova et le marché en bois près du pont de Dorogominov. Le chemin de pierre passait par des ruelles, la rue Povarskaya et de là par l'Arbat devait le mener vers l'église Saint-Nicolas où, depuis longtemps, il avait fixé dans son imagination la place où il accomplirait son acte. Les portes cochères et les volets de la plupart des maisons étaient fermés. Les rues et les ruelles étaient désertes. L'air sentait le brûlé et la fumée. De temps à autre, on rencontrait des Russes au visage inquiet et timide, et des Français aux allures de soldatesques qui marchaient au milieu de la rue. Les uns et les autres regardaient Pierre sans surprise. Outre sa taille et sa corpulence, outre l'étrange expression sombre, concentrée et tourmentée de son visage et de toute sa personne, il attirait l'attention des Russes parce qu'il ne parvenait pas à définir à quelle classe sociale pouvait appartenir cet homme. Quant aux Français, ils le suivaient des yeux avec surprise parce qu'à l'encontre de tous les autres Russes qui le regardaient avec une curiosité craintive, il ne leur prêtait aucune attention. À la porte cochère d'une maison, 3 Français qui parlaient à des Russes, sans parvenir à se faire comprendre, arrêtèrent Pierre pour lui demander s'il ne savait pas le français. Voilà, c'est Pierre Bezukhov dans Moscou. À vous de lire tout ça. Alors, bon, dernière chose, Murat presque pris, page 492. Bon, c'est la retraite, hein. Le lendemain, les troupes se rassemblèrent dès le soir aux emplacements prévus, se mirent en marche dans la nuit. Il faisait une nuit d'automne, avec des nuages d'un noir violacé, mais sans bruit. La terre était humide, mais il n'y avait pas de boue et les troupes marchaient sans bruit. On n'entendait pas le moment que par moments les cliquetis sourds de l'artillerie. Défense avait été faite de parler à haute voix, de fumer sa pipe, de battre le briquet. On empêchait les chevaux de hennir. Le mystère de l'entreprise en augmentait l'attrait. Les hommes marchaient gaiement. Certaines colonnes s'arrêtèrent, mirent les fusils en faisceau et s'étendirent sur le sol froid, croyant être arrivés à destination. D'autres colonnes, la plupart marchèrent toute la nuit, apparemment arrivèrent là où elles ne devaient pas aller. Le comte Orlov Denisov, avec ses Cosaques,
le moins important de tous les détachements, arriva seul à l'endroit prévu et en temps voulu. Ce détachement fit halte à l'extrême lisière de la forêt, sur le sentier qui conduisait au village de Stromilovo et au village de Dmitrovskoye. On réveilla avant l'aube le comte Orlov, qui s'était assoupi. On amena un transfuge du camp français. C'était un sous-officier polonais du corps de Poniatowski. Ce sous-officier expliqua aux Polonais qu'il était passé aux Russes parce qu'il était victime d'un passe-droit, qu'il aurait depuis longtemps dû être premier officier, qu'il était le plus brave de tous. Aussi avait-il quitté les Français et voulait-il se venger. Il disait que Murat passait la nuit à un verste de là et que si on lui donnait 100 hommes d'escorte, il le prendrait vivant. Le comte Orlov Denisov tint conseil avec ses camarades. La proposition était trop flatteuse pour qu'on pût refuser. Tous s'offraient pour partir, tous conseillaient d'essayer. Après maintes discussions et consultations, le général-major Grekov décida d'accompagner le sous-officier avec 2 régiments de Cosaques. « Mais souviens-toi bien, dit le comte Orlov Denisov au sous-officier, en le laissant partir, si tu as menti, je te ferai pendre comme un chien. Si tu as dit la vérité, tu auras sans doute cas. » L'air résolu, le sous-officier ne répondit pas, se mit en selle et partit avec Grekov, qui s'était vivement préparé. Il disparut dans la forêt, le comte Orlov frissonnant sous la fraîcheur du matin, qui commençait à poindre, ému de la responsabilité qu'il venait de prendre, sortit de la forêt après le départ de Grekov et observa le camp ennemi qui se voyait maintenant à la clarté trompeuse du matin naissant et des feux de bivouac qui s'éteignaient. Nos colonnes devaient apparaître à la droite du comte Orlov Denisov, sur le versant d'une côte découverte. Le comte Orlov Denisov regardait dans cette direction, mais bien qu'on eût dû les voir de loin, on n'apercevait pas ces colonnes. Dans le camp français, sembla-t-il, au comte Orlov Denisov, et surtout à son aide de camp qui avait la vue perçante, on commençait à bouger. « Oh, vraiment, il est trop tard, dit le comte Orlov, après avoir regardé le camp. Comme il arrive souvent, quand celui à qui nous avons fait confiance n'est plus sous nos yeux, il devint soudain absolument évident et clair que ce officier était un fourbe, qu'il avait menti et qu'il se ferait seulement avorter toute attaque par l'absence de 2 régiments qui l'emmenaient. Dieu sait où. Pouvait-on dans une telle masse de troupes s'emparer d'un commandant en chef? Vraiment, il a menti ce coquin, dit le comte. On peut les faire revenir, dit quelqu'un de la suite, qui, comme le comte Orlov Denisov, avait des doutes sur le succès de l'entreprise en regardant le camp. Vraiment, qu'en pensez-vous? Faut-il les laisser faire ou non? Désirez-vous qu'on les fasse revenir? Qu'ils reviennent, dit soudain le comte Orlov, résolument en consultant sa montre. Il sera trop tard, il fait tout à fait jour. Et l'aide de camp galopa à travers la forêt à la poursuite de Grekov. Quand Grekov fut revenu, le comte Orlov Denisov, ému par sa tentative contremandée, par la vaine attente des colonnes d'infanterie qui ne se montraient toujours pas, et par la proximité de l'ennemi, tous ces hommes ressentaient la même chose, décida d'attaquer. Il commanda à voix basse en selle. On s'installa, on se signa. En route, un « hurrah » retentit dans la forêt, et un escadron après l'autre, comme des grains se répandant d'un sac, les Cosaques, lances en ligne, foncèrent gaiement sur le champ en enjambant un ruisseau. Un cri d'effroi du premier Français qui aperçut les Cosaques, et tout se trouva au camp dévêtu, réveillé en sursaut, abandonna canon, fusil, chevaux, et s'enfuit au hasard. Si les Cosaques avaient poursuivi les Français sans s'occuper de ce qui se passait derrière eux et autour d'eux, ils auraient pris Murat et tout ce qui se trouvait là. C'était ce que voulaient les chefs. Mais il fut impossible de faire bouger les Cosaques une fois qu'ils furent tombés sur le butin et les prisonniers. Personne n'écoutait les ordres. On prit là 1500 prisonniers, 38 pièces de canon, des drapeaux, et ce qui importait le plus aux Cosaques, des selles, des couvertures et des objets divers. Il fallait disposer de tout cela, prendre en main les prisonniers. Les canons partageaient le butin,
de se disputer, même se battre entre soi. Les Cosaques s'occupèrent de tout cela. Les Français, qui n'étaient pas poursuivis, se ressaisirent peu à peu, reformèrent les rangs et ouvrirent le feu. Orlov-Denisov attendait toujours les colonnes et n'avançait plus. Voilà, c'est la retraite de Russie, quoi. Voilà, alors tout ça est fort bien décrit dans cette magnifique œuvre, Guerre et paix. Donc ça fait partie du patrimoine mondial. Hein. Voilà, donc je voulais l'évoquer un peu avec vous. Si vous n'avez pas lu, il faut absolument le lire. Ça c'est indispensable si on aime le roman historique. Voilà, donc pensez à mon livre, hein, parce que j'ai déjà fait la promotion tout à l'heure. Pensez à vous abonner, hein. Ouais, vous avez abonnement en bas de ligne là, et puis je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine.